Je poursuis mon travail sur les routes de l'histoire. Depuis plusieurs mois, je traverse des villes européennes pour retrouver des lieux précis. Des bâtiments, des rues, des gares, des casernes, des endroits qui semblent ordinaires, mais où se sont jouées des décisions, des affrontements, des violences qui ont marqué l'histoire algérienne. Aujourd'hui, je suis à Metz. Metz, dans l'est de la France, en Lorraine, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Une ville de garnison, une ville militaire, une ville qui a longtemps vécu au rythme des régiments et des uniformes. En juillet 1961, ici, la guerre d'Algérie ne se déroulait pas à des milliers de kilomètres. Elle était dans les rues, elle était dans les cafés, elle était dans les regards, et elle a explosé. Ce qu'on a appelé plus tard la nuit des paras n'est pas un simple épisode de tension urbaine. C'est une séquence de violences dirigées contre des Algériens en métropole, en France, dans un contexte où la guerre coloniale était en train de basculer. Si je suis venue ici, c'est parce que cet événement est presque absent du récit national, peu étudié, peu documenté, sans reconnaissance officielle. Et pourtant, des hommes ont été traqués dans cette ville. Je commence à la gare de Metz. C'est ici que le 8 juillet 1961, à 23h30, un train entre en gare. À son bord, le premier régiment de chasseurs parachutistes. Ici, le 8 juillet 1961, à 23h, arrivent les hommes du premier régiment de chasseurs parachutistes. Ils viennent d'Algérie. Le régime a participé à la guerre coloniale. Il a soutenu le putsch d'avril 1961 contre la politique du général de Gaulle. En descendant des wagons, des témoins entendent des cris « Algérie française! Algérie française !» Metz n'est pas un simple point de transit, c'est une ville ouvrière, une ville d'immigration nord-africaine. La tension est déjà là. Ce qui va se produire 2 semaines plus tard n'est pas un accident isolé, c'est un climat qui s'installe. Ce ne sont pas des soldats ordinaires en permission, ce sont des militaires qui viennent d'un front où la violence est quotidienne, un front où la torture a été pratiquée, un front où l'ennemi est identifié, traqué, neutralisé. Et désormais, ils sont ici, en France. Je quitte la gare et je me rends à la caserne où ils sont installés. À quelques kilomètres d'ici, ces hommes prennent leur quartier. Environ 1300 parachutistes. Il faut mesurer ce que ça représente. Un régiment entier, soudé, marqué par la guerre, profondément hostile à toute idée d'abandon de l'Algérie française. Nous sommes en juillet 1961. Le putsch d'avril a échoué. Les négociations d'Évian avancent. L'indépendance devient une perspective réelle. Pour certains militaires, c'est une trahison. Dans les premiers jours qui suivent l'arrivée du premier RCP dans le chef-lieu de la Moselle, plusieurs affrontements entre parachutistes et Algériens sont enregistrés dans la ville. Moins de 24 heures après leur arrivée, 5 parachutistes frappent à la tête et à la poitrine 2 Algériens. La nuit suivante, le 10 juillet, un Algérien est battu à coups de ceinture par 5 parachutistes, tandis qu'un autre doit être hospitalisé après l'agression par une dizaine de parachutistes. Dans la même nuit, un sous-officier parachutiste est attaqué par un groupe d'une dizaine d'Algériens. Le 16 juillet, un Algérien est hospitalisé après avoir été agressé par 4 parachutistes, alors qu'il consommait seul au café de la Poste. C'est ici que le régiment s'installe après son arrivée. Plus de 1000 parachutistes formés à la guerre contre-insurrectionnelle, habitués aux opérations de quadrillage, aux arrestations massives et à une violence normalisée par la guerre coloniale. Ils sont désormais stationnés à quelques kilomètres d'une population algérienne civile. Le régiment arrivé à Metz en juillet 61 n'est pas une unité ordinaire. Le premier régiment de chasseurs parachutistes
est une unité d'élite de l'armée française. Créée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est forgée une réputation d'engagement intense et de discipline rigoureuse. Mais en 61, ces hommes ne sortent pas d'un conflit classique. Ils viennent de la guerre d'Algérie. Depuis le milieu des années 50, les parachutistes ont été utilisés dans les opérations dites de maintien de l'ordre et de lutte contre la subversion. En réalité, il s'agissait d'une guerre contre-insurrectionnelle. Leur méthode repose sur plusieurs principes. Le quadrillage des quartiers, le contrôle systématique des populations, les arrestations massives, les interrogatoires musclés et la torture. Durant la bataille d'Alger en 57 et dans d'autres régions, des pratiques comme la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires ont été documentées par des historiens et reconnues plus tard par certaines autorités françaises. La logique n'est pas celle d'un affrontement entre deux armées régulières. C'est une logique de suspicion généralisée. Tout civil peut être considéré comme un soutien potentiel du FLN. Cette culture militaire produit un type de rapport particulier à l'espace urbain. Une ville n'est pas un lieu neutre, c'est un terrain à contrôler, un territoire à sécuriser, une population à surveiller. En juillet 61, ces hommes arrivent à Metz. Après avoir soutenu le putsch d'Alger contre le général de Gaulle, ils sont convaincus que l'Algérie ne doit pas devenir indépendante. Beaucoup vivent la politique de négociation comme une trahison. Ce mélange de formation à la guerre urbaine, d'expériences de violence extrême et de frustration politique crée un climat explosif. Quand la tension monte à Montigny-lès-Metz, la réaction ne suit pas les codes d'un simple conflit de rue. Les méthodes, apprises en contexte colonial, repérer, poursuivre, encercler, frapper vite. Ce qui s'est joué ici, dans la nuit du 23 au 24 juillet 61, ne peut pas être compris sans ce transfert. La guerre d'Algérie ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Méditerranée. Elle s'est déplacée. À Metz, comme dans d'autres villes industrielles, la communauté algérienne est visible. Et la cohabitation est fragile. La guerre traverse les esprits. Les rancœurs circulent. Les regards se durcissent. Le 22 juillet 1961, une bagarre éclate dans un dancing de Montigny-lès-Metz, le Trianon, situé au 39 rue Pont-à-Mousson. Une altercation entre militaires et Algériens. Le lendemain, le 23 juillet vers 22h30, des parachutistes reviennent. Ils ne reviennent pas pour discuter. Des coups de feu sont tirés. Il y a des morts, des blessés. Mais ce qui suit dépasse la bagarre initiale. Des groupes se forment. Certains témoignages parlent de groupes pouvant atteindre environ 150 parachutistes circulant ensemble. Ils se dispersent dans la ville. Ils ne cherchent plus des individus précis. Ils cherchent des Algériens. Rue Pasteur, un café franco-marocain est pris d'assaut. Des hommes entrent, frappent, cassent. Des blessés sont transportés à l'hôpital. Dans le secteur de la gare et de la poste principale, des groupes circulent armés de barres de fer, de bouteilles, parfois d'armes à feu. Toujours à la même heure, un troisième groupe d'une centaine de parachutistes se rend dans le quartier du Pontifroy, également pour s'attaquer à tout individu qui pouvait ressembler à un Nord-Africain. Rue des Jardins, rue du Pont-Saint-Georges, rue de Pontifroy, les agressions se multiplient. Des hommes sont poursuivis, frappés. Certains sont blessés par balles. Vers 1h du matin, rue Gambetta, un Algérien est mortellement touché par des tirs. Plus tard dans la nuit, un autre est jeté dans la Moselle. La traque dure des heures. Oui, le mot s'impose maintenant. Ce n'est plus une rixe. Ce n'est plus un affrontement isolé. C'est une traque, une chasse à l'homme dirigée contre des Algériens en tant qu'Algériens. Ce qu'on nomme dans l'histoire coloniale française une ratonnade. Et pendant ce temps-là, les autorités observent. Des journalistes du Républicain Lorrain tentent de photographier les scènes. Ils sont interpellés,
placé en garde à vue au commissariat central de Metz. Empêcher les images de circuler, empêcher la nuit de devenir visible. Les chiffres officiels resteront limités. Les enquêtes n'aboutiront pas à une reconnaissance claire des responsabilités. Mais dans la mémoire orale, d'autres chiffres circulent. Des témoignages évoquent 80 à 100 Algériens tués cette nuit-là. 80 à 100. Un nombre qui ne figure dans aucun bilan préfectoral. Un nombre absent des communiqués officiels. Un nombre sans reconnaissance. Alors que s'est-il réellement passé? Pourquoi si peu d'études? Pourquoi si peu de recherches universitaires pendant des décennies? Pourquoi aucune commémoration officielle à la hauteur des faits? Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1961 à Paris, des Algériens seront massacrés, tués, jetés dans la Seine lors d'une manifestation. Il faudra des décennies pour que la responsabilité de l'État soit reconnue. À Metz, en juillet 1961, une autre violence s'est déployée. Moins connue, moins documentée, presque effacée. Je marche aujourd'hui dans ces rues. Rien n'indique ce qui s'est produit ici. Aucun monument, aucune reconnaissance publique. Et pourtant, des hommes ont été pourchassés et tués dans cette ville. Filmer ces lieux n'est pas un exercice de mémoire abstraite. C'est refuser l'effacement. C'est rappeler que la guerre d'Algérie ne s'est pas arrêtée aux frontières, qu'elle a traversé la Méditerranée, qu'elle a pris corps dans des rues françaises. Metz, juillet 1961. Ce n'est pas un détail de l'histoire. C'est un fragment de vérité qu'on a laissé dans l'ombre. Et tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance claire, tant qu'il n'y aura pas de travail historique à la hauteur des témoignages, tant que des morts resteront sans nom officiel, le silence continuera de peser. Je suis venue ici pour nommer ce silence et pour rappeler qu'aucune mémoire nationale ne peut être complète tant qu'elle laisse certaines nuits sans lumière. Si cette démarche vous parle, si vous pensez que la mémoire mérite qu'on la filme, qu'on la questionne et qu'on la relie à notre présent, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez les notifications et pensez à liker les vidéos. C'est ce qui permet à ce travail de continuer et d'exister. Merci à vous et à bientôt sur les routes de notre histoire.